Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais commencer par ce live par un petit tour de table, me présenter, puis présenter Joanne et Jean-Sébastien qui sont juste ici, donc les dirigeants de Polydetech. Euh, et puis, vous expliquer un petit peu le déroulé, donc euh, comment on va passer les prochaines minutes ensemble. Donc, moi, je suis Thibaut, responsable des investissements chez WeSeed, donc sur tous les projets startup. Et je suis en compagnie de Johan, qui est ici présent, qui est le DG de Polydetech, et Jean-Sébastien, qui est aussi ici avec nous, qui est le directeur opérationnel de Polydetech. Donc voilà, vous avez deux des dirigeants de la société avec nous. Ils vont prendre de leur temps pour nous expliquer ben, le projet, pourquoi ils ont besoin de lever des fonds, et aussi euh, l'avancée de l'aventure Polydetech, en quoi consistent leurs produits, comment ça se passe un petit peu de leur côté. On va prendre le temps de présenter l'entreprise pendant à peu près une trentaine de minutes, et puis ensuite, on prendra toutes vos questions si vous en avez sur le projet. J'ai l'impression qu'on est en petit comité ce soir en plus, donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Les dirigeants sont là pour y répondre. Et, euh, et voilà. Est-ce que Johan et Jean-Sébastien, vous voulez démarrer? Oui, tout à fait. Ouais. Bah, on va commencer, ouais. Allez, c'est parti. Je vais mettre tout en œuvre. Euh, Et d'ailleurs, j'en profite pour ceux qui nous écoutent. Vous avez du coup en haut sur votre espace Teams un onglet pour les questions-réponses et aussi un chat. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions là ou à échanger quand vous avez une question qui vient. Est-ce que vous voyez la présentation? Alors, Ouais. Moi, je vois je, pas tout. C'est ouais, c'est c'est ça, un je peu. la vois. Ah, Ah, c'est c'est bon bon. là. Ça y est. Parfait. Ah, ok, c'est bon là? Ouais. C'est pas le mode présentateur, hein. Non, non, c'est le grand format, c'est bon. Ok, génial. Donc, bonsoir à tous. Donc, comme dit, je suis Johan Goes, le président de Polydetech. Et aujourd'hui, pour moi et Jean-Sébastien Schmitt, c'est un plaisir de vous présenter notre entreprise et pourquoi y investir. Donc, Polydetech a été créé en 2019 suite à mes travaux de thèse. Donc, avec le docteur Loïc Charbonnière, mon ancien directeur de thèse, et moi-même, ben, on a créé Polydetech. Donc, cette entreprise, elle est située à Strasbourg. Donc, on a nos locaux qui sont sur le campus de Crenambourg. Et au fil des années, ben, l'équipe a agrandi, donc avec différents experts en chimie et en biologie, mais aussi la superficie de l'entreprise où au fil des années et des mois, ben, nous avons acheté du matériel pour tout ce qui est équipement pour la recherche et la production. Donc, comme je vous l'ai dit, on a surtout axé les dernières années sur la recherche pour vraiment avoir une technologie mature et applicable. Donc, pour ça, vous voyez le docteur Loïc Charbonnière, qui est le directeur scientifique de l'entreprise. Et ensuite, on a vraiment deux managers, un en chimie avec le docteur Mohamedou Si et en biologie avec le docteur Susanna Brun, qui s'occupe de toute la partie recherche, parce qu'en fait, on est vraiment à la frontière entre la chimie et la biologie, parce qu'on a une partie chimie pour la nanoparticule et en biologie pour la partie applicative. Donc cette équipe maintenant est épaulée avec une partie business. Donc là, au cours des derniers mois, nous commençons à faire grandir cette partie business. Donc, on a la partie marketing et le business développement qui est en cours de recrutement aujourd'hui. Donc, pour la partie directive, donc la direction de l'entreprise, donc il y a moi-même, donc je suis comme j'ai dit, le président de l'entreprise. J'ai, peut-être vous avez compris, un doctorat en chimie, mais j'ai aussi la double casquette avec un EMBA que j'ai réalisé à la Business School de Montpellier. Donc, je m'occupe des différentes parties de l'entreprise. Et je vais laisser Jean-Sébastien Schmitt présenter sa partie. Oui, donc bonsoir à tous. Donc moi, je m'appelle Jean-Sébastien Schmitt. Je suis ingénieur de formation. J'ai un passé industriel.
dans l'industrie automobile et aussi dans l'industrie pharmaceutique. Et j'ai rejoint Johan dans son aventure avec Polytech en début d'année. Et donc, voilà, du coup, voilà, je l'épaule, je l'accompagne dans la stratégie de l'entreprise, aussi voilà, la levée de fonds. Et puis, du coup, maintenant qu'on est dans cette phase de développement, voilà, comment on va structurer l'entreprise en fait pour faire face aux nouveaux défis qui s'annoncent devant nous et qu'on va vous présenter là dans la suite. Donc, l'équipe est épaulée avec deux boards. Donc, on a un board scientifique qui est vraiment composé d'experts dans tout ce qui est détection et méthode d'analyse. Donc, avec le professeur Nico Hildebrand, par exemple, qui est vraiment un expert dans une technique qu'on va beaucoup parler par la suite, qui est la technique FRET, et d'autres. Et après, on a le docteur Alexandre Detape et le docteur Gary Wong, qui sont vraiment experts dans des diagnostics type cancer ou médical. Ensuite, on est aussi épaulé par un board stratégique, donc avec des experts dans la stratégie, dans le commerce et dans la distribution. Donc, Polydetec navigue, évolue dans un milieu qu'on peut appeler l'analyse, tout ce qui est lié aux essais. Donc, c'est un secteur qui a une problématique, c'est que 20% du temps et des coûts sont perdus au niveau des laboratoires et principalement des laboratoires de recherche. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une offre qui n'est pas complète et les tests développés au jour d'aujourd'hui ont des limites. Donc, ces limites, ça peut être les performances, le temps d'analyse qui est long ou le coût des tests qui sont élevés. Et l'un des facteurs communs bloquant à une avancée technologique, ce sont les molécules fluorescentes. Ces molécules, c'est la partie révélatrice dans le test qui va permettre de signaler qu'il y a une maladie, un biomarqueur, etc. Donc la solution chez Polydetec, c'est de remplacer les molécules fluorescentes par des nanoparticules ultra performantes. Donc cette technologie qu'on appelle BrightDetect a demandé 15 ans de recherche et on a travaillé principalement sur 4 axes. Le premier point, c'est la brillance. Donc la brillance, c'est vraiment la puissance de la nanoparticule en termes de lumière. Donc là, on a des valeurs exceptionnelles, c'est-à-dire qu'on a très peu d'objets qui égalisent ces performances-là. Et en plus de ça, on va rajouter un signal optimal. Donc, c'est-à-dire qu'on va supprimer le bruit de fond venant de l'échantillon. Donc, on va voir seulement notre nanoparticule, on ne va pas avoir toutes ces petites frictures. Donc, ces deux paramètres conjugués ensemble vont permettre de détecter des concentrations très basses en analyte. Et ça, c'est vraiment la propriété. Ces deux propriétés vraiment vont apporter une plus-value sur la détection. Ensuite, on peut jouer sur la couleur des nanoparticules, donc faire plusieurs détections à la fois. Et la nanoparticule, sa surface, on peut la moduler comme on veut. Donc, on peut la moduler pour pouvoir détecter des virus, des protéines, de l'ADN, etc. Donc, cette technologie BrightDetect, concrètement, à l'intérieur, en fait, on a des lanthanides. Pour faire simple, les lanthanides, c'est des composés qu'on retrouve dans le tableau périodique. C'est toute une famille et ces composés-là, en fonction du composé, on va avoir des couleurs différentes et des propriétés différentes. Donc là, on peut voir ici une petite vidéo sur la présentation. Donc, quand on met les réactifs en contact avec les nanoparticules en contact de réactifs, ces dernières vont pouvoir briller et on voit la puissance de brillance de ces nanoparticules. Donc, c'est vraiment là toute la puissance des lanthanides et des nanoparticules qu'on peut voir grâce à cette fluorescence. Donc, cette technologie, comme je l'ai dit, elle a été développée au cours de ma thèse, donc au CNRS et à l'Université de Strasbourg et à l'Université de Hong Kong. Donc, au cours de ces années-là, donc, un brevet a été déposé. Et quand on a créé l'entreprise Polydetec, nous avons reçu une licence exclusive de la SAT Connectus pour pouvoir exploiter cette technologie sur tout domaine et tout pays. Donc au jour d'aujourd'hui, le brevet qui a été déposé en 2018 a été délivré sur toute la zone nord-américaine, États-Unis et Canada, dans tous les pays d'Europe et quelques pays en Asie, dont le Japon, la Chine ou encore la Corée du Sud.
En termes d'application, en tant que telle, la nanoparticule a besoin d'être modulée pour avoir une fonctionnalisation, pour avoir une application. Et nous sommes concentrés à une famille de tests qu'on appelle les immunoessais. Donc là, on a travaillé sur deux types de tests qu'on appelle des tests laboratoires. Donc, c'est des tests qui sont très, très communs dans les laboratoires de recherche ou d'analyse. Donc là, on va utiliser un support qu'on appelle une microplaque. Et c'est avec cette plaque qu'on va utiliser notre technologie pour pouvoir lire des échantillons. Et l'autre typologie de tests qu'on a développé, c'est les tests terrain. Donc ça, c'est les tests rapides qu'on a pu voir lors du Covid. Donc c'est des tests très rapides où on met l'échantillon, ça est lu et on a notre résultat. Donc maintenant, je vais présenter rentrer un peu dans les détails de ces différentes applications. Donc cette application en microplaque, donc chez nous, on appelle ça TR-FRET multiplexing. En gros, on va mettre les différents réactifs, dont notre nanoparticule et l'échantillon. On va mélanger et on va avoir le résultat de notre analyse. Donc grâce à cette technique, en fait, on va augmenter les performances. Ça, c'est grâce à notre nanoparticule. On va surtout réduire le nombre de consommables dans le test. Donc on va réduire les coûts. En plus de ça, ce test-là est très rapide, donc il n'y a pas beaucoup de manutention au niveau du technicien, donc un gain de temps. Et surtout, au final, la finalité, c'est une productivité augmentée, parce qu'avec le multiplexing, on va pouvoir détecter plusieurs choses à la fois. Donc en fait, dans un temps donné, on va pouvoir faire beaucoup plus d'analyses. Et avec tout ça, on va surtout aussi réduire les coûts. Donc, pour illustrer un peu mes propos, sur la gauche, on a un test unitaire qu'on appelle ELISA. Donc, au jour d'aujourd'hui, si on veut détecter 3 cibles sur cette plaque, on peut faire que 32 tests par plaque. Mais avec la technologie Polydetect, ben, en fait, on va pouvoir détecter 3 cibles à la fois. Donc, sur une plaque, va faire 3 fois plus de tests. Donc, dans ce cas-là, sur cette plaque-là, 96 tests par plaque. La deuxième application, les tests rapides type Covid. Donc là, on peut voir un test rapide comme on le connaît, sauf qu'on a remplacé les nanoparticules d'or, c'est en fait la bande noire ou rouge qu'on voit sur le test, par nos nanoparticules. Donc grâce à notre nanoparticule, en fait, le test va devenir vraiment très performant parce qu'on va avoir en fait des performances similaires au laboratoire grâce à la nanoparticule parce qu'on va augmenter la sensibilité. Et en plus, on va apporter une nouvelle dimension à ces tests-là, qui est la quantification. Pour faire simple, aujourd'hui, les tests sont qualitatifs, c'est-à-dire qu'ils vont dire vous êtes malade ou pas malade. Avec notre technologie, on va pouvoir quantifier. Donc, dans un cas concret, par exemple, pour les urgences, si on a un patient qui a un problème cardiaque, on pourra dire si ce problème cardiaque est plus ou moins grave, donc donner une gravité et pouvoir le traiter plus ou moins rapide en fonction de la gravité. Ça peut être pour le traumatisme crânien, etc. Et bien sûr, on a la rapidité de ces tests-là qui sont faits en moins de 10 minutes. Donc concrètement, comment ça se passe? Donc on a nos tests. Ici, vous pouvez voir un négatif et un positif. Pour le positif, on va le mettre dans le lecteur. Le lecteur va lire une certaine mesure et on va se référencer à une courbe qui va permettre de quantifier et le médecin va pouvoir dire la gravité ou si on sort des standards, donc pour avoir au moins quelque chose de quantifiable et pouvoir faire une analyse beaucoup plus précise. Je laisse la parole à Jean-Sébastien. Donc, je vais vous expliquer maintenant comment, donc avec ces applications-là qui sont disponibles, en fait, comment on va attaquer le marché. Donc, nous, on s'intéresse donc au marché de l'analyse, des tests de laboratoire, et qui est un marché extrêmement vaste, puisque en fait, c'est un marché de plus de 20 milliards d'euros dans le monde. Voilà, enfin, notre cible, c'est pas uniquement la France, hein, mais vous l'avez compris, donc ça va être le monde entier. Les États-Unis, ça va être forcément un de nos marchés importants. Et du coup, quand on s'est attaqué à ça, notre idée principale, c'était de voir comment on arrivait le plus rapidement possible à créer du chiffre d'affaires. Donc du coup, ça nous a amené à séparer déjà ce marché en deux
et à nous concentrer sur les activités non réglementées, pour lesquelles en fait on va avoir moins de barrières à l'entrée et ça va être plus facile pour nous. Et dans ces activités non réglementées, je vais vous les détailler après en détail, mais on a les tests à spécifier, sur les marchés plutôt de la santé animale, du food. Et ensuite, notre cœur de cible qui va être la drug discovery, donc le marché pharma et la mise au point de nouveaux médicaments. Donc, tu peux passer à la slide suivante. Donc notre première phase, en fait, ça va être les tests spécifiques. Et finalement, c'est notre business model actuel. Donc c'est déjà celui qui est en place et qui nous génère du chiffre d'affaires. Donc là, l'idée, c'est de s'adresser donc au monde de la santé animale, de l'environnement, de la food, et de leur proposer avec notre technologie, en fait, des nouveaux tests. Alors ces tests-là, c'est lesquels? C'est lorsque la cible est compliquée à identifier, c'est-à-dire que quand on cherche à identifier des cibles avec des concentrations extrêmement faibles, pour lesquelles aujourd'hui les tests sont pas efficaces. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est lorsque aujourd'hui les technologies pour tester, donc c'est pas de l'ELISA ou du TR-FRET, donc c'est des choses plus compliquées à mettre en œuvre. Et donc avec notre technologie, on va pouvoir vraiment simplifier la mise en œuvre dans le laboratoire. Johan vous a expliqué, en plus, on a la possibilité de faire uniquement du mix and read, donc c'est-à-dire de mélanger sans lavage, sans préparation préalable. On va mélanger l'ensemble des réactifs ensemble et obtenir immédiatement le résultat. Et la troisième chose qu'on peut faire, c'est aujourd'hui, donc on a des tests de laboratoire, et c'est de transformer ces tests de laboratoire comme on sait quantifier avec un test terrain. Donc c'est finalement faire pour le vétérinaire des tests terrain. Donc quand il va aller sur l'exploitation agricole, il va pouvoir faire immédiatement son diagnostic et tout en étant là-bas, en fait, pouvoir faire une ordonnance si besoin et poursuivre ses soins sans forcément se redéplacer plusieurs fois. Donc là, on va s'adresser finalement à peu d'acteurs, puisqu'en fait, nos clients là, donc ce sont des entreprises qui sont spécialistes du diagnostic. Il y en a pas énormément, donc voilà, en Europe, on est autour d'une quarantaine d'acteurs là. Et du coup, on va s'adresser à eux sur un besoin technique. Et donc, comme là, on est une équipe technique, c'est la manière aussi la plus simple pour nous d'interagir avec eux. On va du coup mettre au point cette technologie ensemble et lorsque du coup ils auront testé, ils auront vu les avantages que que la technologie génère, là on va générer des tests, on va générer du flux avec eux. L'avantage pour nous, c'est qu'on va pouvoir mettre à profit leur réseau commercial et la notoriété des clients, donc avec nos tests, et aussi avoir une récurrence du chiffre d'affaires, parce qu'en fait, une fois que le test est mis au point, on va pouvoir le vendre sur plusieurs années. Et l'idée, c'est qu'avec ces acteurs-là, on crée aussi un partenariat longue durée, donc basé sur cette innovation technique. Les enjeux pour nous, ça va être quand même, l'inconvénient de ça, c'est qu'on va faire du développement unitaire, donc chacun des tests individuellement, et pour ça, on va avoir besoin de ressources techniques. Et puis aussi en échange du réseau commercial, en fait, on va partager la marge avec le client. Donc c'est pour nous une excellente première étape, mais voilà, qui n'est pas forcément suffisante. Le business model qu'on va avoir là-dessus, c'est du développement de tests et du licensing par la suite. Je peux passer. Donc, on a déjà des projets en cours avec des clients. Donc, on a le client ID donc pour l'infection animale. Donc, avec eux, on est en train de mettre au point un test sur la grippe aviaire. Qui va pouvoir être
se commercialiser assez rapidement, hein, vu la situation actuelle. Et on a une détection de pesticides avec Novaptec. Donc voilà, ces deux partenariats-là, en fait, vont déboucher fin de cette année pour commencer à commercialiser l'année prochaine. On a aussi des contacts avec des acteurs plus gros comme Thermo Fisher, Merck ou Mars. Mais là, les enjeux pour eux, en fait, les timelines pour ces grosses entreprises sont souvent un peu plus longs que ce dont on a besoin. C'est des choses qui sont engagées et qui devraient déboucher l'année prochaine ou l'année suivante. La deuxième phase en fait de notre projet, c'est de vraiment mettre en œuvre l'activité multiplexing et donc de créer des kits standards pour répondre aux besoins de la R&D. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on va vraiment faire la scalabilité en fait de notre entreprise, puisque on va pouvoir vendre à nos clients des kits standardisés. Donc jusqu'à présent, on développe des kits spécifiques en fait pour chaque maladie. Là, on va mettre au point un catalogue avec euh, avec des cibles en fait classiques, hein. On va prendre les cibles les plus communes en fait dans le portefeuille actuel, et on va pouvoir proposer à nos clients en fait de les coupler pour en faire un kit qui va répondre à leurs enjeux. Et de pouvoir tester plusieurs cibles lors d'un même test. Le besoin auquel on s'adresse, en fait, c'est un besoin d'optimisation de temps et de coût, en fait, de ces entreprises pharmaceutiques. En fait, la drug discovery, quand on met au point un médicament, l'idée, c'est qu'on va pouvoir le tester, donc tester sa réaction ou la réaction des molécules, en fait, sur les différentes cibles sur lesquelles on souhaite avoir une réaction. Et du coup, ça, en fait, il y a des milliers de tests qui sont faits. L'idée, c'est de les faire le plus rapidement possible, en fait, pour choisir la bonne molécule et le bon dosage. L'avantage de notre solution, c'est que c'est aussi une solution qui est sans investissement pour le client. Après, les enjeux pour nous, en fait, sur ce marché, ça va être de générer de la notoriété. Alors la notoriété dans ce domaine, en fait, elle s'acquiert par des publications scientifiques. Et donc pour ce faire, en fait, on est en relation avec des associations en fait de PhD, donc des chercheurs, et on va leur proposer donc des tests à des conditions attractives en fait en échange d'une publication scientifique. Donc ça va nous générer finalement cette notoriété. Et puis ensuite, on va mettre sur pied donc une équipe commerciale et marketing expérimentée. C'est aussi ça l'objet de la levée de fonds, en fait, c'est d'avoir ces financements qui vont nous permettre d'investir dans cette équipe, puisque voilà, la première acquisition client va prendre du temps. Pour aller un peu plus dans le détail, donc on va proposer à nos clients donc sur ce marché-là donc un catalogue de cibles. L'idée c'est de l'étoffer le plus possible. Aujourd'hui, on est à 4 cibles. L'idée c'est que à la fin de l'année prochaine, on soit entre 15 et 20 cibles sur ce catalogue-là. On a des concurrents aujourd'hui. Alors, l'état de la concurrence, c'est quand vous regardez sur votre gauche, donc Revvity pour le TR Fret et les kits ELISA. En fait, ce sont des technologies qui existent depuis plus d'une trentaine d'années. Hein, donc, ça, c'est des choses qui sont déjà bien établies. Par contre, ces technos, elles permettent de réaliser qu'un seul test à la fois. Pour un coût là de 500 €. Alors on a mis investissement zéro. En fait, ces tests ELISA et TR Fret, ils sont réalisés sur des équipements, on va dire classiques de laboratoire. Donc toutes les entreprises ont ça. À l'autre bout en fait du panorama de la concurrence, on a des entreprises comme Luminex qui proposent aujourd'hui déjà des tests multiplex. Mais pour lesquels en fait l'investissement, ça nécessite une machine spécifique. L'investissement, le ticket minimum, c'est 200 000 €, et on est plutôt sur un ticket moyen d'investissement autour de 500 000 €, avec des consommables aussi qui sont chers. Donc vous voyez, pour ELISA, on était plutôt sur 500 €, et là pour Luminex, on est sur 2000 €. Nous, notre solution, en fait, c'est vraiment, on va prendre le meilleur des deux mondes.
Et donc, on va offrir à nos clients un test à 600 euros, donc légèrement plus cher que le test unitaire, mais très sensiblement inférieur à Luminex. Et on va offrir à nos clients le fait de pouvoir tester entre 2 et 12 cibles en même temps. Et l'investissement, donc le ticket, c'est 3 000 euros. Donc, c'est juste un add-on en fait sur les équipements dont disposent déjà les laboratoires. Et une majorité d'entre eux ont déjà ce dispositif-là. Alors, on a segmenté le marché en fait pour essayer de regarder là où ça va être le plus intéressant pour nous de démarrer. Et donc, vous voyez, avec cette segmentation, on a segmenté par taille d'entreprise, par qui va décider, et puis l'accessibilité et les cycles de décision. Du coup, quand on regarde ce panorama-là, on voit que les PME et le monde de la recherche, en fait, vont être les entreprises sur lesquelles on a détecté que ça allait être le plus facile, en fait, de rentrer sur ce marché-là. Et pour ce faire, en fait, on va pas aller voir chacun des acteurs de manière individuelle, mais on va s'adresser à des distributeurs, en fait, qui vont être nos ambassadeurs. Et donc, l'équipe commerciale qu'on va embaucher, en fait, elle va faire l'animation, en fait, de ces réseaux de distributeurs, en fait, pour pouvoir performer. Une fois qu'on sera connu, ça va nous permettre de développer la notoriété et d'attaquer ensuite les acteurs plus importants, donc les entreprises pharma de moyenne et les big pharma, en fait, avec là, pour le coup, de la vente directe. Donc voilà, l'acquisition client, donc c'est vraiment de se focaliser sur les distributeurs et d'avoir des distributeurs attitrés dans chacun des pays européens, mais aussi aux États-Unis. Et l'avantage qu'on va avoir en fait aussi sur ces réseaux-là, sur les distributeurs, on pourrait être perdu, mais nous, l'avantage qu'on va avoir, c'est que aujourd'hui, Luminex n'est pas sur les réseaux de distributeurs, puisque Luminex, en fait, eux, ils vendent en direct sur leur propre marque. Et donc, avec notre produit, en fait, on va pouvoir créer une rubrique spécifique multiplexing en fait chez les distributeurs et du coup avoir une visibilité maximale sur ces acteurs-là. Donc, pour nous, c'est vraiment un avantage important. On est bien entendu aussi présent sur les salons, les conférences. Vous l'avez vu aussi avec les syndicats ou les associations de PhD en fait pour gagner en notoriété. Et donc les deux phénomènes, ces deux processus-là en fait vont nous permettre de pénétrer ce marché. Bien entendu, sur le marché des tests de laboratoire, en fait, la santé humaine, c'est un des marchés qui est le plus important, où les marges aussi sont plus importantes, mais avec des barrières à l'entrée plus complexes. Et donc, ce marché-là, on met pas une croix dessus, mais par contre, voilà, on le garde pour plus tard, parce qu'on va avoir besoin de structurer l'entreprise et notamment la qualité pour obtenir les certifications ISO et le marquage CE-FDA. Donc ça va nous prendre un peu de temps. Donc on garde ce marché-là pour 2027. Le principe, ça sera le même que pour la santé animale. Donc je disais au début, ça va être de choisir en fait une application, une maladie ou un test en particulier et faire ce développement et ce licensing. Donc, à partir de la présentation du go-to-market par Jean-Sébastien Schmitt, il faut mettre les moyens en face de cette stratégie et de ce plan. Donc, aujourd'hui, en equity, on cherche 750 000 euros. Donc, ces 750 000 euros vont avoir aussi un effet levier vers les différents acteurs comme la BPI ou les banques. Donc, l'objectif de cette levée de fonds, c'est vraiment de générer rapidement du chiffre d'affaires. Et pour ça, donc, il faut continuer à développer les tests multiplexing qu'on est en train de faire. Donc, faire grandir le catalogue pour pouvoir toucher plus de clients et bien sûr générer plus de chiffre d'affaires. Tout ça, ça doit être construit avec une équipe en business
que ce soit en business développement ou en marketing. Donc, faire grandir aussi l'équipe sur ce volet-là pour vraiment être performant et surtout se déployer sur le marché nord-américain dont on a commencé, un peu les premiers pas. On a commencé les premiers pas sur ce marché-là cette année et dont la semaine prochaine avec Business France où on va faire un roadshow dans les plus grandes entreprises au niveau de Montréal et de Boston. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. On y va en plusieurs étapes, mais voilà, le marché américain reste quand même l'un des plus gros marchés pour nous. Et bien sûr, l'idée, c'est vraiment au bout de 5 ans d'avoir atteindre certaine taille et une certaine taille au niveau du marché aussi. Donc, comme l'a dit Jean-Sébastien, voilà, on a un marché qui est de quasiment de 4 milliards d'euros. Nous, l'objectif au bout de 5 ans, c'est d'atteindre 0,064% donc de ce marché-là. Bien sûr, en toile de fond de tout ça, c'est la structuration de l'entreprise avec les différentes normes ISO et les marquages. La norme ISO aussi, ça va permettre de nous donner de la crédibilité, mais aussi de pouvoir faire des choses en plus avec les clients qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, ce budget a vraiment pour but, pour le 2 tiers, de développer vraiment la partie commerciale et un tiers de continuer le développement de nos produits. Donc là, on a le plan d'action. Donc on peut voir l'étape actuelle. Donc là, avec les différents acteurs, avec les développements, etc., qu'est-ce qu'on est en train de faire sur cette partie collaboration, développement avec le partenaire. Et ensuite, on a le développement de nos kits standards avec les différentes cibles qu'on veut mettre en place. Donc, au fur et à mesure, on va sortir des cibles et des tests pour générer du chiffre d'affaires. Et vous pouvez voir aussi à la fin les différents leviers financiers qu'on veut mettre en place avec les partenaires locaux ou de la BPI, donc pour pouvoir réaliser ce projet. Donc, en termes de prévisionnel, donc, le chiffre d'affaires va augmenter avec les nouveaux produits et l'équipe commerciale mise en place. Donc, l'objectif, c'est vraiment de rendre l'entreprise rentable en 2026. Donc, pour atteindre cette rentabilité, on peut regarder aussi le chiffre d'affaires qu'on va générer. Donc, aujourd'hui, le chiffre d'affaires est vraiment généré par le service, mais au fur et à mesure, ce service va générer aussi de la vente de kits par licensing. Donc, on va générer du chiffre d'affaires. Et bien sûr, avec le développement de nos kits, en fait, on va générer du chiffre d'affaires par le licensing et par la vente des kits. Donc, pour en 2028, avoir grosso modo la moitié en vente de produits, de kits, et l'autre moitié par le licensing. Donc, pour finir la présentation, donc, qu'est-ce qu'on propose aux investisseurs? Donc, pour aussi parler de l'historique au niveau de l'actionnariat de Polydetect, donc il y a une levée de fonds en Love Money qui a été réalisée en 2022. Donc, on peut voir la valorisation de 783 000 euros en post-money. Donc, la nouvelle valorisation de l'entreprise, elle est de 3,1 millions d'euros, donc pour 20% du capital. Donc, cette valorisation a été évaluée en fonction des différents faits qui ont été réalisés dans les dernières années dans le secteur. Et surtout, c'est ce qu'on propose, c'est une sortie. Donc, nous, on a une sortie d'ici 5 ans, donc d'essayer de vendre l'entreprise. Donc, la valorisation de l'entreprise d'ici 5 ans, avec le chiffre d'affaires que j'ai montré précédemment, on sera aux alentours de 40-50 millions d'euros. Donc, ça, c'est aussi basé sur les chiffres qu'on peut voir en dessous avec les différentes acquisitions qui ont été réalisées. Donc, ce sont des entreprises qui commercialisent soit des nanoparticules, soit des kits avec des technologies similaires à notre technologie, c'est-à-dire dans la fluorescence, ou d'autres entreprises, des startups comme ProSize qui ont développé aussi un lecteur et une technique avec une technique en fret.
Donc voilà, donc là, on a vraiment tous les éléments pour la levée de fonds et où on souhaite aller d'ici 5 ans. Donc je vous remercie pour votre attention et on peut passer aux questions si vous en avez. Et Jean-Sébastien et moi, on sera contents d'y répondre. Super, merci beaucoup pour la présentation, Joanne et Jean-Sébastien. N'hésitez pas à poser vos questions du coup maintenant dans la partie questions-réponses ou dans le chat, si vous en avez bien sûr. Moi en tout cas j'ai trouvé la présentation très claire, donc merci pour ça, Joanne et Jean-Sébastien. Je peux peut-être commencer du coup à poser une question, peut-être que ça donnera envie aux Wisider de me suivre. Ça a l'air d'être une technologie si vaste en fait qu'elle peut s'adapter à plein de marchés différents. Euh, donc on a vu un petit peu tout ce que vous avez cité comme type de marché. On voit que ça peut aller dans le diagnostic, dans la recherche, mais aussi en fait, dans tout ce qui s'applique à du labo et de la détection, donc de l'agroalimentaire, de la cosmétique, enfin, on peut imaginer plein de choses. Comment vous avez sélectionné ce marché-là du, plutôt du diagnostic en fait et de la recherche? Donc ce marché-là a été choisi tout simplement parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a, comme l'a pu le dire Jean-Sébastien, c'est qu'il y a déjà une technique en terre fret qui existe. Donc, cette entreprise qui s'appelait Sysbio à l'époque et qui a été rachetée par Perkin-Elmer, donc eux génèrent 40 millions de chiffre d'affaires et est quasiment le seul acteur sur cette technique-là. Donc, nous, on vient avec la même technique mais en multiplexing. Donc, on apporte déjà des avantages en termes de performance et en temps d'analyse et en coût surtout, parce que les kits de cette entreprise sont très chers. Donc c'est aussi un frein pour de nouveaux utilisateurs, parce que entre le coût du kit est vraiment bloquant par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui en unitaire. Je parle vraiment en unitaire là. Donc, c'est vraiment là où on a une clé à jouer, on a vraiment une carte à jouer, pardon. Et surtout qu'au jour d'aujourd'hui, cette entreprise a été rachetée et on rencontre, il y a beaucoup de clients qui commencent à nous contacter parce qu'en fait, il y a eu un verrouillage de ces kits-là, donc les clients ne sont pas contents, ils ne peuvent pas l'utiliser dans toutes les machines, etc. En plus, ils ont augmenté encore les prix. Et on sait aussi qu'il y a eu des modifications au niveau de manipulation, donc qui rend le test plus dur à utiliser. Donc il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Donc nous, ce marché-là a été décidé par ça. Ensuite, il y a aussi la partie non réglementaire. Donc si on veut faire du chiffre d'affaires rapidement, il faut aller sur un marché qui demande aucune certification. Le marché de la recherche, c'est un marché qu'on appelle Research Use Only. Donc en fait, on n'a pas de marquage, il n'y a pas de preuve, comment dire, analytique dans le sens sur le patient, etc. Donc pour mettre sur le marché, c'est beaucoup plus simple. Et après, si on se compare par rapport à ce que disait Jean-Sébastien, je répète, si on compare, parce qu'on va quand même rentrer, on concurrence les tests unitaires, mais on concurrence aussi les tests multiplexing. Et là, le gros frein, c'est l'investissement de base pour pouvoir faire du multiplexing. Nous, notre solution, elle est sur un équipement standard, donc que tout le monde a en laboratoire. Et c'est aussi l'un des freins, les gens qui font de l'unitaire, aujourd'hui préfèrent empiler les tests unitaires au lieu d'acheter l'équipement et faire du multiplexing. Donc là, on leur propose vraiment une technologie où, oui, au jour d'aujourd'hui, ils sont réfractaires d'aller sur le multiplexing. Là, en fait, avec un prix de kit qui est similaire pour faire beaucoup plus de choses. Donc là, ils vont voir vraiment l'intérêt d'aller sur notre solution. Ok, super, merci. Je comprends mieux du coup le choix de ce marché-là. D'autant plus que j'ai vu dans votre présentation, vous mentionnez à un moment Luminex. Alors, si j'ai bien compris, c'est surtout la même la technologie des nanoparticules, mais pas forcément pareil sur le multiplexing enfin pas voilà l'ensemble de la techno. Ça veut dire qu'il y a quand même, alors je connais pas la taille de l'entreprise, mais ça a l'air d'être quand même
un référent sur le secteur, ils ont du coup des clients qui sont prêts à investir des grosses sommes, c'est ça, de départ, dans des machines qui permettent à leur test de fonctionner, c'est bien ça? C'est ça. En gros, Luminex, bah voilà, ceux qui utilisent cette technologie, c'est des laboratoires. Alors là, on va dire, c'est plutôt dans le privé, hein, généralement. Donc, on va dire les big pharma, c'est des entreprises qui génèrent beaucoup de chiffre d'affaires qui peuvent se permettre d'acheter ces machines-là. Donc, oui, après, on retrouve quand même des laboratoires de recherche publics aussi. Il y en a certains, c'est essentiel pour eux pour faire leurs recherches. Donc, ils ont quand même fait l'investissement. Donc, cette technologie-là voilà, elle demande un certain investissement. Pour répondre à votre question, vous avez aussi dit que Luminet utilise des nanoparticules, Ouais. si j'ai bien compris. Donc oui, c'est exact. Alors après, on est sur une technologie complètement différente, mais oui, ils utilisent aussi des nanoparticules pour faire leur multiplexing. Ok, ok, très clair. En tous les cas, ça prouve qu'il y a un marché en fait pour le multiplexing, quoi. Donc il y a une vraie demande et nous en fait on va faire en sorte de donner accès à cette demande de multiplexing en fait sans investissement, quoi. Et Bon, c'était un peu ce qu'il y avait derrière ma question, en fait. C'était, Ouais, je me disais, il y a quand même des clients qui sont prêts à investir des énormes sommes pour avoir accès, en fait, à ces fonctionnalités de test, qui pourraient avoir, du coup, beaucoup moins cher en passant par votre solution, quoi. exactement, exactement. et juste pour rebondir aussi sur l'un des points, vous m'avez demandé le chiffre d'affaires de ces acteurs. Oui, Donc, par exemple, Luminex, de mémoire, c'est 500 millions d'euros par an. Donc, c'est le plus gros acteur. Mais par exemple, Olink, qui est aussi une technique de multiplexing, ils sont aux alentours des 250 millions d'euros par an. Donc, c'est vraiment des entreprises. Non, pardon, 125 millions de chiffre d'affaires. Donc, en gros, c'est vraiment des acteurs qui génèrent beaucoup de chiffre d'affaires. Donc, il y a quand même un très gros marché et il y a vraiment de l'attraction vers ces techniques-là. et par rapport à votre business model, ces acteurs-là, est-ce que eux aussi vendent des kits standardisés? Est-ce que c'est ça leur business model ou est-ce que au contraire, c'est, plus, du licensing enfin l'autre partie de votre business model, quoi? Non, ces entreprises de multiplexing, elles vendent leurs kits. OK. Donc, ils ont vraiment des kits standards. Donc, et c'est là aussi que c'est un peu, pour certains consommateurs, pardon, c'est assez problématique parce que leur kit coûte cher, mais n'est pas personnalisable et n'est pas très flexible. Donc, souvent, les gens achètent un kit, mais dans ce kit-là, ils n'utilisent pas tout ce qu'ils proposent. Donc, il y a aussi un aspect où ils achètent quelque chose qui ne leur sert pas à grand-chose. Alors que nous, l'idée, c'est vraiment de proposer quelque chose de personnalisable pour vraiment utiliser seulement qui intéresse le consommateur. Super. Et est-ce que aujourd'hui, du coup, vous avez déjà développé, des premiers kits, standardisés? Ou est-ce que c'est en développement? Enfin, où vous en êtes du coup de cette idée-là? C'est ça. Donc, au niveau du développement, nous avons réalisé une preuve de concept. Donc là, elle est en finalisation. La preuve de concept, elle est faite. Elle va être même validée scientifiquement avec une publication. Et là, on est en train de finaliser un test qui va être commercialisable. Donc, qui va répondre à une demande qu'on a eue d'un client. OK, super. Et est-ce que, aujourd'hui vous savez à peu près combien de temps ça vous prendrait en développement et en ressources, pour produire un kit, standard? Ou est-ce que ça dépend vraiment de la molécule que vous cherchez à tester? Enfin, Heu, est-ce que vous avez un peu des métriques, sur ça, pour la suite du développement? Oui. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment une sorte de dépendance aussi par rapport à à la molécule ou au biomarqueur qu'on veut cibler. Donc, grosso modo, ça dépend aussi du screening qu'on souhaite faire, c'est-à-dire pour choisir les composants, etc. Le but de la levée de fonds, c'est d'accélérer ce développement. Donc, grosso modo, avec la levée de fonds, nous, on sait qu'on peut, avec les moyens qu'on aura, on peut accélérer ce développement. Grosso modo, par cible, il faut compter allez, entre 1 et 2 mois en fonction de la complexité de la cible.
Donc, on peut développer une nouvelle cible quasiment tous les 2 mois. Ça sera une personne qui est sur cette cible-là. Donc après, voilà, au jour d'aujourd'hui, on a plusieurs personnes au laboratoire. Donc on peut dire par trimestre, on peut sortir, là, avec l'équipe actuelle qu'on a, même si on souhaite recruter d'autres personnes pour aller plus vite aussi sur ce volet-là. Donc on peut peut-être sortir 5 à 6 cibles par trimestre en fonction de la difficulté des cibles. Ok, super. Et en coût, est-ce que c'est trop variable pour l'estimer ou est-ce que ouais, enfin, ou est-ce que c'est juste du temps finalement et en coût c'est assez marginal par rapport à, C'est du à temps un plus c'est investissement? biologique. Ok, Il y a deux composantes. Il y a le temps, on va dire, chercheur, on va dire, des employés, et il y a le coût du biologique. Parce que pour décorer notre nanoparticule, on va mettre des anticorps ou autre chose autour. Et cette partie biologique, en fait, on est obligé de faire un screening. Donc, on va dire qu'on va tester le même, par exemple, pour un cas, pour un anticorps, on va tester plusieurs anticorps qui vont détecter la même cible, mais on est obligé de faire ce screening pour savoir quel fournisseur a le meilleur anticorps pour avoir le meilleur résultat. ok, Et ça, au final, après le coût, ça dépend de la cible qu'on veut détecter. Il y a des anticorps qui vont, chez les fabricants, ça coûte pas très cher, on va dire. Donc, on va peut-être être aux alentours de 2 000 à 3 000 euros. Et il y a des anticorps pour certaines cibles où l'anticorps est très cher. Donc là, on peut monter à 15 000 à 20 000 euros. Mais ça, c'est vraiment dépendant de la cible, ouais. ok, Et du nombre d'anticorps qu'on veut acheter aussi pour faire ce screening. ok, super intéressant. Euh, j'en profite pour redire aux Wissiders qui sont encore là dans le live, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, c'est le moment de les poser. Joanne et Jean-Sébastien sont là pour y répondre. Moi, j'en ai plein, donc il n'y a pas de souci, hein, je peux en poser plein, mais n'hésitez pas à poser les vôtres aussi. Au niveau de la partie commerciale, euh, donc si j'ai bien compris, vous êtes en train de vous structurer aussi commercialement avec le recrutement de business développeurs. Est-ce que oui, j'ai vu dans la présentation que vous avez mentionné aussi de passer par des réseaux de distributeurs pour cette commercialisation-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites déjà ou est-ce que ça ne pourrait être fait que quand il y aura vraiment des kits standards et pour le licensing, c'est pas vraiment intéressant pour vous de passer par ces réseaux-là? Alors, ouais, pour le licensing aujourd'hui, en fait, c'est plutôt des contacts directs vers Ouais, des entreprises. Donc et donc là, on participe à des salons. Donc là, on participe aussi à un concours en fait d'innovation dans le domaine de la santé animale. Donc qui aura un salon le salon Biofit qui aura lieu au mois de décembre. Là, on commence à être un acteur. On commence à se faire connaître vraiment dans ce domaine-là. Après, aujourd'hui, on a déjà des kits qui sont chez les distributeurs, mais par contre, aujourd'hui, on est un peu perdu dans la masse de tous les fournisseurs parce qu'on n'a pas notre catégorie. Et donc, à partir de début d'année prochaine, quand on aura nos kits multiplex, là, on aura vraiment ça va être une nouvelle catégorie sur ces sites. Et du coup, on sera le seul acteur là-dessus. Donc en fait, les gens, quand ils vont cliquer sur ah bah tiens, du multiplexing, on sera tout seul. Donc ça va vraiment nous mettre de la visibilité en plus. Et donc, pour aller vite, en fait, l'équipe, finalement, le profil de business dev qu'on va recruter, c'est un spécialiste de l'animation des réseaux de distributeurs, et donc d'être capable, en fait, d'avoir un bon maillage, donc d'avoir un minimum, donc un ou deux distributeurs en fait par pays, en fait dans les pays en Europe, il y a le plus de ventes, et aussi aux États-Unis. Pour compléter ce que dit Jean-Sébastien, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a différents distributeurs dans les pays, mais il y a eu un aspect d'animation avec eux à faire, c'est-à-dire de formation. Donc, former le distributeur. Donc, ça, on a commencé à le faire, mais pour aller plus vite, il faudrait vraiment quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans cette partie-là. Le suivi des distributeurs, c'est aussi la rencontre des clients avec le distributeur, vraiment l'accompagner dans tout ça.
Et il y a aussi une grosse partie marketing à faire avec le distributeur. Donc là, faut avoir cette équipe-là pour pouvoir accompagner le distributeur pour qu'on soit bien référencé. Donc, il a déjà parlé. Et donc, ce référencement qui est important au niveau des distributeurs. Et aussi, je sais aussi que les distributeurs sont friands d'une solution multiplexing parce qu'au jour d'aujourd'hui, aucun vendeur qu'on a cité comme Luminex et les autres ne propose de solution chez les distributeurs. Donc, eux, ils ont un trou aussi dans la raquette par rapport à cette solution multiplexing qu'on peut compléter aujourd'hui. Ok, super intéressant. Et est-ce que vous avez une idée des marges que ça représenterait commercialement, du coup, de passer, enfin, que, donc, soit commercialement, donc en direct ou avec les distributeurs, et surtout des marges que vous pourriez espérer sur les ventes de kits, par exemple, ou sur le licensing. Est-ce que c'est des choses que vous avez pu enfin, étudier? Bien sûr, sur la partie marge, avec un distributeur, on va un peu perdre, ça c'est logique, hein. Mais ce qu'on a cité, on reste quand même dans un domaine où les marges sont Élevé. conséquentes. Et comme je l'ai dit aussi, on a une technologie qui nous permet de réduire les coûts. Donc, par rapport à un kit standard qui existe sur le marché, nous, on sait que notre marge, elle va être plus grande que nos concurrents. Donc, grâce à notre technologie, on va réduire ces marges-là, réduire ces coûts-là. Donc, cette marge qu'on peut donner aux distributeurs, elle est compensée aussi par nos coûts qui sont réduits. Donc, Ok. par rapport à ce qu'a dit Jean-Sébastien, on sera aux alentours de 50% de marge. Donc, en moyenne, si on fait une moyenne distributeur et vente Direct. directe. Ok. Ouais. Ouais, super intéressant. Merci beaucoup en tout cas pour ces réponses. Je vais en avoir une dernière parce que vous l'avez évoqué plusieurs fois quand même pendant la présentation. Mais je pense que c'est toujours un bon rappel à faire pour les Wisider. C'est finalement à quoi va vous servir la levée de fonds. Donc on a compris que c'était pour notamment le développement de ces kits et je suppose enfin, voilà, pour du recrutement, mais peut-être que vous pouvez être plus spécifique sur comment vous allez utiliser les fonds de la levée. Donc sur les fonds qu'on va utiliser, donc j'ai peut-être pas bien expliqué, mais il y aura vraiment 2 tiers de ce budget qui va être dédié à la partie business. Alors pour un peu rentrer dans les chiffres, ça sera surtout la partie salariale parce qu'on cherche vraiment quelqu'un, un senior avec une grosse expérience. Donc là, c'est quand même des montants qui montent aux alentours de 100 000 euros par an, voire plus. Bien sûr, il lui faut d'autres personnes autour en marketing, etc. Donc voilà, c'est vraiment une grosse partie, ça sera la masse salariale. Et ensuite, toutes les actions marketing qu'on va mettre en place. Donc un salon, grosso modo, un salon aux États-Unis, c'est à peu près 10 à 15 000 euros si on a un stand. En France ou en Europe, c'est un peu moins, mais voilà, l'ordre de grandeur. Donc, l'idée, c'est quand même d'en faire 5 ou 6 par an. Donc, on va monter à peu près sur une enveloppe de 60 000 euros par an. Ensuite, il y a toute la partie digitale. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment mettre en place pour générer beaucoup plus de visites sur notre site Internet. Donc, grosso modo, ça va être des campagnes de quelques milliers d'euros par mois sur des Google Ads ou sur les réseaux sociaux, donc qui génèrent. C'est des choses qu'on fait déjà, Et à une autre mais échelle, quoi. à une autre échelle. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, on sait qu'une campagne de Google Ads, ça nous attire énormément de monde sur notre site, alors que si on le fait pas, ben on a beaucoup moins de visites. Donc c'est quelque chose qui génère vraiment en plus du lead vraiment spécifique en fonction des tests ou des cibles sur notre technique. Donc c'est vraiment super intéressant. Ensuite, on a aussi, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi des réseaux sociaux scientifiques. Donc, on peut faire des campagnes de emailing, de campagnes de pub, un peu comme sur les réseaux sociaux, mais dédiées vraiment à une cible scientifique.
Donc ça, c'est aussi un coût. Je sais que c'est à peu près 10 000 € la campagne sur un certain temps. Donc voilà, il y a tout cet aspect-là. Donc pour le budget business, ça va vraiment être ça, si je me trompe pas. Après, il y a la partie développement. Donc la partie développement, bon, je l'ai un peu détaillé juste avant. Donc c'est un tiers du budget. Donc c'est avec l'équipe actuelle et probablement deux, trois personnes en plus sur la partie. Ça sera principalement des ingénieurs pour continuer à développer nos tests. Et après, ça sera plutôt de la partie, comme je l'ai dit, les consommables Hmm. pour faire ce Biologique. screening. Voilà. Après, en termes d'équipement, il nous faudrait, il y a une petite enveloppe de 100 000 € parce qu'il nous manque un équipement au niveau de l'analyse des nanoparticules pour la qualité. Donc au jour d'aujourd'hui, on est équipé pour faire la production des nanoparticules et des kits. Ça, on a tout ce qu'il faut. Mais au niveau de la qualité, il nous manque un équipement. Donc aujourd'hui, on fait appel à un prestataire au niveau de l'université, mais on aimerait acquérir cette machine. Donc, il y a ça. Et bien sûr, si on veut augmenter aussi la rapidité en développement, il nous faudrait un deuxième lecteur de plaques. Au jour d'aujourd'hui, on en a un. Mais si on veut aller beaucoup plus vite, il nous en faudrait au moins un, voire deux. Donc voilà, cette enveloppe-là, elle fait rentrer l'équipement nécessaire pour la partie développement et pour la partie qualité. Ok, bah, super, merci pour la réponse. Au moins, c'était bien détaillé sur cette partie-là. Euh, bon, ben, je crois qu'il y a pas plus de questions que ça parmi les Wikiders. Donc, je pense qu'on va pouvoir conclure ce live. Donc, pour ceux qui étaient là, pour les Wikiders qui étaient là pendant cette session, il y aura le replay qui va être disponible sur la fiche projet et vous allez également le recevoir par mail sur la fiche projet de Polytech et vous allez également le recevoir par mail. Et pour ceux qui le regardent en replay, du coup, n'hésitez pas, si ça vous a plu ou si vous avez d'autres questions, à venir les poser sur la fiche projet. Je sais que Johan et Jean-Sébastien sont toujours très réactifs pour répondre aux questions. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions et puis à investir dans le projet si celui-ci vous a convaincu. Voilà, merci beaucoup Johan et merci beaucoup Jean-Sébastien Merci. pour la présentation Merci Thibaut pour ce live. et à très vite. Bah, À je vous bientôt. remercie. À Merci tout bientôt, le au revoir. monde. À Au la revoir. prochaine. Au revoir.